Les débats avec vous sur Sud Radio. Je n'ai pas mon petit papier, mais ça va venir. Juliette est en train d'arriver. Éric Revel, que vous retrouvez tous les matins. C'est vrai. C'est vrai, hein, oui. sur Sud Bonjour Radio. Valérie, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste. Revel en campagne. Gaëtan Dussaucet, membre du Conseil national du RN. Bonjour. Bonjour. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Bonjour. Bonjour à vous. Et Régis de Castelnau. Bonjour, avocat. Bonjour à tous. Votre blog Vue du droit, votre livre, le dernier, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. On va revenir sur ce terrible drame, le fils de Yannick Aleno, le chef étoilé, tué par un chauffard récidiviste. Évidemment, on en parle parce que c'est une personnalité et que ça fait la une des journaux. C'est pourtant hélas un drame qui se produit assez régulièrement. Ça va nous permettre de parler de l'impunité, des peines non exécutées, surtout 80 000 peines non exécutées en France. On va parler de ces candidats investis malgré les casseroles, et puis le Burkini qui revient à Grenoble. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous peut-être, Pascal Jalabert. Oui, un petit coup de cœur pour ces Chinois. Alors ils sont souvent jeunes, mais qui trouvent des astuces pour contourner la censure sur Internet par rapport au confinement. Puisque bon, alors à Shanghai notamment, on le sait, les Chinois sont confinés de façon très dure, puisque la stratégie choisie, ça a été zéro Covid. Et donc la censure via des algorithmes veille à ce que certains messages ne passent pas. Et bien pour les contourner, des internautes chinois prennent des extraits de chansons ou carrément de l'hymne national ou des extraits de livres et qui contiennent des messages très clairs vis-à-vis des autres internautes. Et donc la censure ne peut pas le voir parce que ces livres, ces chansons ne sont pas interdits. Donc ça passe, donc il y a tout des jeux de mots, des rébus, enfin voilà. Donc c'est une manière, voilà, il faut quand même leur reconnaître cette créativité. Ça montre quand même qu'il y a une tension forte dans cette société, et notamment de la part de la jeunesse qui là, elle est harassée, quoi. Hein. Ouais. Ça fait 2 ans de Covid, des privations, du confinement, des difficultés à se ravitailler. À Shanghai, terrible. On commence à manquer de tout. Donc voilà, une situation complètement intenable, et puis aussi un échec médical parce que les vaccins chinois n'ont pas fonctionné comme ont pu fonctionner ceux qui nous protègent depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc voilà, petit coup de cœur pour ces internautes. Il faut rappeler quand même qu'avant la chute de Franco, ça se passait un peu en Espagne. Il n'y avait pas Internet, mais il y avait des courriers dans lesquels on racontait ce qui se passait en Espagne via des pays d'Amérique latine, etc. Donc attention, ça bouge quand même en sous-main en Chine. Ouais. Mais c'est vrai que la situation, je connais des gens qui sont à Shanghai, qui sont confinés dans leur appartement, qui font des économies sur la nourriture, enfin qui sont terrorisés à l'idée d'attraper le Covid, même via de la nourriture qui leur arrive, et parce que sinon ils sont emmenés dans d'immenses gymnases. Dans des gymnases. Non, c'est terrible. Voilà, terrible. Et puis certains sont carrément enfermés, quoi. Ouais, c'est la prison à domicile. Hein. Et Régis de Castelnau, un coup de cœur, j'espère, pour cette chorégraphie magnifique. Coup de cœur, mais non, mon fond de méchanceté. Juste, je voudrais répondre sur la censure et sur la façon de la contourner. C'est bon, on regarde beaucoup chez les autres, mais il faut un peu regarder chez nous. Alors là, bien évidemment, ce sont les réseaux. Hein. Je parle des réseaux, des GAFAM. C'est que effectivement, je constate que sur les différents réseaux, pour traverser la censure algorithme, il y a plein de petites astuces. Alors on met des petites étoiles à la place des lettres, et surtout que la censure, elle est aussi sexuelle, elle est aussi, la haine et compagnie. Donc effectivement, malheureusement, ces outils sont des outils de contrôle assez terribles. Alors moi, mon coup de gueule, ce sera rapide. C'est la danse hier offerte par la France au Parlement européen. Donc avant l'intervention d'Emmanuel Macron, on a vu tout un tas de petits jeunes, de petits ados, un peu comme la balade entre les tombes là à Verdun. On a vu venir se tortiller. C'était ridicule de bout en bout, pas méchant, mais totalement ridicule, offert par la France. Effectivement, une séquence. Les pauvres parlementaires se sont sentis obligés d'applaudir, mais
où va se nicher cette communication un petit peu débile. Mais ça voulait dire quoi exactement, cette chorégraphie? Je sais pas bien, moi. Ouais. J'ai pas bien compris. Non, c'était. Dans mes souvenirs, il y avait une voix off en même temps qui faisait leur gesticulation, leur a priori danse, je pense. Et donc une voix off qui parlait de tourne-toi vers la lune, regarde le ciel, accompagne les étoiles. Donc des choses qui sont un peu perchées. C'est vrai que pour le coup, quand on veut faire une représentation artistique ou offrir quelque chose à nos partenaires européens, c'est vrai que quand on parle de l'Europe, on peut tout de suite penser plutôt à la Grande Athènes, penser à l'opéra, penser à tout ce que l'on a fait de plus merveilleux, à Léonard de Vinci, etc. Donc c'est vrai de se dire, bon bah finalement, on en revient à quelque chose qui nous dépasse un peu, qui une sorte de danse contemporaine. J'ai rien contre l'art contemporain, mais c'est vrai que parfois il est un peu dur à comprendre quand même. Et dans des moments où justement on voulait vanter, glorifier un peu la journée de l'Europe, c'était pas forcément la chose la plus bienvenue. Mais c'est assez représentatif finalement de ce que sont les institutions européennes à mon sens. Bon, on va en reparler tout à l'heure des institutions européennes justement. Gaëtan Dussaucet, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule. Ce qu'on a vu, donc un article qui est sorti hier et qui nous parle de la multiplication du recours au prêt sur gage. Vous savez, c'est quand vous allez donc auprès notamment d'un crédit municipal, ça peut se faire, pour finalement proposer, donner, prêter des bijoux, des biens qui peuvent être précieux, en l'échange desquels vous recevez 200, 300, 400 euros en fonction du bien. Il vous est ensuite par la suite possible de le récupérer, à condition évidemment de rembourser la somme que l'on vous a prêtée et ainsi de payer quelques intérêts. Pourquoi il y a une multiplication de ces prêts sur gage en 2022? Parce que évidemment, de plus en plus de Français font face à l'explosion des prix. Ceux des carburants, qu'on connaît très bien, également l'inflation qui se prépare avec plus de 4 à 5% et peut-être même plus d'ici l'été. Et on se retrouve avec énormément de compatriotes dans le besoin, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à habiller leurs enfants, à se déplacer en voiture et qui sont obligés de recourir à des choses. C'était quasiment du mot passant finalement. Et on se retrouve en 2022 avec ce genre de situation. Donc c'est un véritable coup de gueule parce que avoir des scènes aussi pénibles, aussi difficiles, de s'arracher des biens familiaux, des biens qui sont donnés tout simplement pour vivre, tout simplement pour se nourrir et se chauffer, et de voir qu'à côté on a un gouvernement qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui n'agit pas, qui refuse par exemple de baisser et de supprimer la TVA sur un panier de 100 produits, 100 produits de première nécessité comme on le propose avec Marine Le Pen. Évidemment, tout ça nous offusque énormément. Voilà, ça vous en est arrivé au je fais de la politique aussi, donc il y a un peu d'idées, mais c'est le manque de mesures sur lesquelles ils ne font absolument rien. Mais vous avez des chiffres ou pas? Il y a une augmentation réelle oui, alors là, par exemple, c'est un exemple qui était fait sur le crédit municipal de Toulouse, où depuis le début de l'année, le nombre de demandes de prêts sur gage avait augmenté de plus de 10%. Ils disaient qu'ils étaient, en l'espace de quelques mois, déjà à 6000 demandes. 6000 demandes de prêts pour un seul crédit municipal. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter au niveau national. Alors ce matin, donc le directeur du Crédit municipal, Franck Pansou, était invité de Patrick Roger et il disait, avec l'augmentation des prix, nous constatons effectivement un regain d'activité, une hausse de 10 à 15% de la demande par rapport à une demande classique, et le gouvernement va proposer une loi pouvoir d'achat. Ce serait bien qu'il nomme un secrétaire d'État à la consommation, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Non? Moi? Oui, rien. Si, oui. Non, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit. Bon, dans les périodes de grandes difficultés économiques, les Français, et c'est pour ça que ça a été créé aussi, ont souvent recours au crédit municipal, qu'on appelle schématante d'ailleurs, historiquement c'est schématante. Bon, vous savez, il y a une très belle chanson de Barbara, tout se passait à moi. Bon, il y a cette dimension affective aussi, au-delà de la question du pouvoir d'achat, il y a le fait de vendre des bijoux de famille, des choses auxquelles on est extrêmement attaché et qu'on est obligé de vendre pour se nourrir. Et cette belle chanson de Barbara, ça me fait penser le rappelait. Bon, maintenant, quand j'entends le représentant du Rassemblement national, je me dis il va voter Mélenchon parce qu'il va être pour le blocage des prix, il va être pour l'augmentation du salaire minimum. Il y a une question de pouvoir d'achat en France. Oui, elle est centrale pour l'instant. Bon, je vois que le gouvernement met en place des chèques alimentaires, des chèques énergie. Le plus dur est sans doute devant nous. Et ce qu'il faut dire quand même, puisque vous me parlez d'économie, ma chère Valérie, c'est qu'on voit bien que les élections présidentielles sont terminées. Parce qu'il y a encore quelques semaines, j'ai dans l'oreille ce que nous disait Bruno Le Maire, le ministre des Finances. On était dans une économie florissante, le rebond de la croissance n'avait jamais été aussi fort, on créait des emplois. Alors, il mettait de côté évidemment tout le bilan des
désastreux dont il n'a pas parlé, le commerce extérieur, autre chose, mais l'économie se portait bien. Et en quelques jours, vous avez vu la déclaration de Bruno Le Maire, on est devant des difficultés majeures, le plus dur est devant nous, l'économie ne va pas bien du tout. Bon, donc deux choses l'une, nous on a raconté n'importe quoi aux Français avant, ou bien il n'avait pas fait tourner les calculettes de Bercy pour voir quel impact la crise ukrainienne, la flambée de l'énergie aurait sur la croissance française. Et d'un seul coup, tout s'écroule et on est en train de vous dire, attention, ça va être catastrophique. Le pire est à venir. Bon. On pourra en dire un mot, Pascal, on est obligé de s'interrompre parce que c'est l'heure du journal, mais on se retrouve tout de suite après ce petit journal sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Éric Revel, journaliste, éditorialiste, en particulier sur Sud Radio. Revel en campagne tous les matins à 9h. Gaëtan Dussosset, membre du Conseil national du Rassemblement national. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Et Régis de Castelnau, avocat. Vous avez un blog, Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. On va parler de ce drame, le fils du chef 3 étoiles, Yannick Aleno, tué par un chauffard récidiviste. Certes, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on pense qu'on en parle parce qu'il est connu, mais parce qu'il est connu, ça permet également de mettre la lumière sur ce drame de l'impunité de ces peines non exécutées. On va parler du Burkini qui risque de revenir à Grenoble et les candidats investis où il y a un peu de spoons pour parler un peu trivialement. Alors vous vouliez réagir, Pascal Jalabert, à ce que disaient Gaëtan Dussosset et Éric Revel à propos du pouvoir d'achat et de l'économie, ce que disait Éric Revel, c'est-à-dire tout va bien avant les élections et d'un seul coup Bruno Le Maire nous dit oh là là c'est terrible. Très simple, hein, quand vous avez le prix du kilo de farine qui augmente de 11%, donc ça veut dire que tout ce qui travaille avec la farine voit leur charge augmenter. Quand vous avez les pâtes alimentaires qui augmentent de 15%, on ne peut pas dire que ça va bien. C'est pas possible. Ensuite, sur le crédit municipal, juste un point. Aujourd'hui, quand vous êtes en contrat à durée déterminée, quand vous êtes indépendant, l'accès au crédit devient non pas difficile, mais quasiment impossible. Ouais. Donc là aussi, il va falloir se poser des questions. Quelle société veut-on par rapport à tout ça? Quel monde du travail? Comment imaginer tout cela? Il n'y a pas que la question des salaires. Vous avez des gens qui sont en CD, qui ont des très bons salaires, des indépendants qui gagnent bien leur vie, mais qui n'ont pas accès au crédit pour autant. Donc voilà, c'est toutes ces corrections. Ce sont des problèmes lourds. Et oui, on est dans une période qui va être compliquée parce que l'énergie augmente. Et quand l'énergie augmente, ça fait tout augmenter. Il y a un certain nombre de choses que nous disait l'économie juste avant ou hier. Le patron d'LSA, c'est qu'il y a à la fois l'énergie, des pénuries. Des pénuries, les problèmes climatiques, parce que forcément, tout à l'heure, l'invité en parlait, ça va renchérir tous les coûts. Donc oui, on ne peut pas dire que ça aille bien. Parce que le portefeuille des Français va se... Non, mais ce qui est inacceptable, c'est pas ça. Ce qui est inacceptable, c'est d'avoir entendu le ministre des Finances. On connaît a priori depuis des semaines, des mois, ce qui va se passer. Enfin, moi j'ai parlé de stagflation, qui est une situation dans laquelle à la fois la croissance est molle et laquelle l'inflation est haute, avec l'impossibilité de s'en sortir en réalité, parce que quand vous avez une croissance molle, vous avez tendance à baisser les taux d'intérêt, et quand vous avez une inflation, il faut au contraire augmenter les taux d'intérêt. Mais quand vous avez en même temps la même chose, c'est extrêmement compliqué. Or, j'ai entendu Bruno Le Maire nous expliquer non, on n'est pas encore en stagflation, mais on est dans des situations dramatiques. Or, tout ça, il y a quelques semaines avant l'élection présidentielle, c'était déjà sur la table. Donc en fait, on a quand même raconté n'importe quoi. Voilà. Alors je comprends bien, c'est de la technique politique, il y avait les élections, Emmanuel Macron devait avoir un bilan formidable sur lequel d'ailleurs il s'est jamais vraiment exprimé. Bon, tout ça est passé, comme il disait Jeune, crème. Bon, mais moi c'est ça qui me choque et qui me révolte, je vous le dis franchement. On est passé de tout va bien, Madame la Marquise circulez, partez tranquille, chers Français, à la catastrophe est devant nous. Bon, écoutez, très bien. Oui, mais vous voulez peut-être réagir, Régis de Castelnau. Oui, juste sur cette question d'inflation. Privilège de l'âge, moi j'ai connu des inflations à 14% par an. Là, je pense qu'on va vers un mur. On va vers un mur parce qu'il y a l'inflation américaine qu'on va importer.
on a oublié, Biden avait été acclamé après le Covid parce qu'il a mis, je sais plus, 700 milliards de dollars sur la table comme ça, dans une relance keynésienne dont on se demande où elle va. Nous, on a aussi le quoi qu'il en coûte. Il y a maintenant le boomerang des sanctions contre la Russie. Je veux dire, c'est très angoissant. Je dis même pas c'est préoccupant, c'est très angoissant. C'est très et bon, à ma petite place, hein, je veux dire, moi je suis tout seul dans ma grotte là, et donc je vais de temps en temps faire mes courses. Mais je constate que mon panier a pris 20 à 25%, sans problème, avec les mêmes produits, etc. Absolument. Alors, c'est une petite expérience personnelle, et moi, pour ce qui me concerne, je ferais bien de manger moins et de perdre du poids, mais je pense que les Français vont au-devant de difficultés qui vont être terribles. Je suis personnellement plus qu'inquiet, je suis angoissé pour la situation. Ouais, non, mais c'est une remarque tout à fait juste. Alors, qui n'a pas fait son coup de gueule, tout le monde l'a fait. Non, Eric. Ah oui, j'ai pas. Voilà. Oui, je veux dire, ça rejoint un peu la position finalement française sur l'économie avant la présidentielle et la position française sur l'Europe avant la présidentielle. Alors Emmanuel Macron, vous l'avez noté, il nous a souvent dit, il nous avait prévenu que l'Europe c'était l'avenir de la France. Bon, c'est un point de vue. Mais ce qu'il n'avait pas dit au peuple français, c'est que 2 jours après son discours d'investiture à l'Élysée, où il avait vanté le cœur qui bat de ce vieux peuple enraciné, donc vantant finalement le roman national français, le mettant en avant, ce qu'il nous avait pas dit, c'est que 2 jours plus tard à Strasbourg, il allait accélérer à un rythme fou le versement du pays dans une Europe fédérale. Parce que quand il dit il faut voir si on va pas mettre en place une majorité qualifiée, il faut une révision des traités, mais ça on ne l'a pas entendu du tout pendant la campagne présidentielle. C'est important. Pourquoi ? Parce que ça modifie complètement pour des non-fédéralistes la conception qu'on a de l'Europe. Parce que dans ces cas-là, si sur des sujets aussi importants que la défense, la politique étrangère, la fiscalité, qui aujourd'hui se décident à l'unanimité, vous pouvez avec simplement 55% des voix des 27 États membres décider, ça veut dire qu'on peut être entraîné dans les choses qui ne nous intéressent pas. Alors il y a 13 pays quand même sur les 27 qui ont d'ores et déjà dit qu'ils étaient contre cette révision des traités. Alors, j'entends les fédéralistes qui me disent « Oui, mais l'Europe, il y a trop d'obstacles, elle n'avance pas. » Mais il faut que les gens soient clairs. Est-ce qu'on veut, en consultant le peuple, d'une Europe ultra-fédérale ? C'est ça qu'il faut demander aux gens. Le problème, c'est qu'en 2005, on a demandé aux Français de voter sur un traité, et que comme ils avaient mal voté, on leur a dit « Pousse, on va vous demander de faire autre chose. » Donc cette Europe fédérale dans laquelle vient de basculer Emmanuel Macron, et en même temps vient de basculer la France, c'est un sujet de politique majeur, pour lequel les Français n'ont pas été consultés et dont ils n'ont pas entendu parler pendant la petite campagne qu'Emmanuel Macron nous a fait l'honneur de nous délivrer. Oui. Une réaction c'est très très juste. Faut savoir qu'il y a un peu une différence entre le Emmanuel Macron candidat et le Emmanuel Macron président. Parce qu'en 2017, il nous avait déjà fait le coup. À l'époque, il avait parlé un petit peu de la question européenne, et encore, c'était toujours dans cet esprit un peu révolutionnaire du candidat Emmanuel Macron qui voulait, allez, on prend pas de tabou, on y va, on fonce, on file tout droit, même si les gens sont pas d'accord avec nous. Et ensuite, il nous avait fait en septembre 2017 le fameux discours de la Sorbonne, qui était un grand discours aussi, qui vantait tous les bienfaits de l'Europe fédérale, qui voulait aller vers toujours plus d'Europe, alors que pourtant le peuple français, en effet, en 2005, avait dit qu'il était contre le renforcement de l'Union européenne. Là, en 2022, il nous fait la même chose. C'est-à-dire qu'il ne fait pas campagne, il ne répond pas de son bilan aussi bien sur les questions européennes que sur le bilan intérieur, si je puis dire. Et puis par la suite, il va à Strasbourg, il fait cette fois non plus un discours mais un serment, et dans lequel il reprend finalement toute sa lubie pour l'Europe fédérale et pour le renforcement de l'Union européenne contre la souveraineté des États-nations. Oui. Là où il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, il va toujours à rebours de ce que veulent véritablement non seulement déjà les Français, ce qui reste quand même l'essentiel quand on est président de la République française, mais aussi contre ses partenaires européens. On a parlé de cette tribune, M. Revel a eu raison de parler de cette tribune qui a été publiée par 13 de nos partenaires européens, dont la Finlande, la Suède, la Pologne et tant d'autres, qui s'offusquent justement de ces possibilités de renégociation des traités que veulent mettre en place Emmanuel Macron et Madame van der Leyen. Mais là aussi, comme je le disais, il va à l'encontre quand même de la volonté des Français, parce que les Français, quand ils ont été consultés en 2005, ils ont dit non. Lors des élections européennes de 2014, ils ont placé à l'époque le Front National en tête, et lors des dernières élections européennes en 2019, ils ont à nouveau
nouveau placé la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella en tête. Donc le président va complètement en porte-à-faux de ce que veulent les Français sur la question européenne, et le fait qu'il n'en ait même pas qui n'ait même pas cherché à placer cette volonté, à placer cet argument, cette ambition pour la France dans la campagne présidentielle, qui n'a pas eu le courage de dire dites-moi si oui ou non vous êtes d'accord avec moi sur la question européenne, montre qu'on a un président un peu isolé en Europe comme en France qui foncera tout seul. Marine Le Pen, lors du second tour, aurait pu lui poser ces questions, comme elle aurait d'ailleurs, à mon avis, elle l'a pas fait. On lui a posé. Sur la question de la souveraineté française, pour le coup, on lui a posé. L'attaquer davantage sur son bilan. Vous dites qu'il n'a pas défendu son bilan, mais Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait dans ce débat du second tour pour apparaître normalisée et tranquille par rapport à son débat loupé d'il y a 5 ans? Finalement, pardon, mais elle est restée très en dessous de la main. Enfin, à mon sens. Je suis pas d'accord avec vous. Pour le coup, Marine Le Pen, elle a fait un choix. Elle a fait deux choses pendant ce débat, si je puis me permettre. C'est déjà évidemment de défendre son projet, son programme, de dire voilà, vous me connaissez en tant que personne, vous connaissez mes positions sur un certain nombre de sujets, l'immigration, la sécurité, mais je veux vous montrer aussi ce que je propose, ce que nous proposons sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'école, sur la question de la démocratie, des institutions. Non, absolument pas, parce que tout le monde d'ailleurs, y compris nos adversaires parfois les plus farouches, ont salué une campagne qui a été brillamment réussie et menée par notre candidate Marine Le Pen. Non, mais je vous parle du débat. En plus de ça, même sur le débat, il y avait une hauteur de vue, si je peux me permettre, il y avait quand même une hauteur de vue lors de cette campagne. Il y avait un programme qui était chiffré, détaillé, travaillé pendant des mois et des mois. Et puis là où je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Revel, c'est que pour le coup, elle a attaqué aussi Emmanuel Macron sur son bilan, et notamment sur le bilan en matière de pouvoir d'achat, où pour le coup, la seule proposition qu'a eu le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'était le fameux chèque énergie, dont on a appris quelques semaines plus tard, après l'élection présidentielle, une fois encore, que finalement, il serait arrêté et pas renouvelé à partir de juillet, donc là où les prix des carburants continueront d'exploser dans le pays. Moi, j'ai en mémoire le premier sujet traité de ce débat, qui est le pouvoir d'achat, quand Marine Le Pen se laisse coincer, peut-être par méconnaissance des choses, quand elle dit je vais augmenter les salaires, et Emmanuel Macron déroule tranquillement en disant parce que c'est vous qui allez augmenter les salaires dans les entreprises. Non, c'était un partenariat avec les entreprises pour justement éviter l'état de monsieur Jean-Luc Mélenchon, et ça vous le savez pertinemment. Non, vous pouvez décider d'augmenter le salaire minimum, ça c'est une chose. Bien sûr. Mais vous pouvez pas décider d'augmenter à la place des chefs d'entreprise les salaires dans les entreprises. Bien sûr, mais vous savez bien. C'est pris une droite d'entrée. Juste pour répondre. Non, parce que Régis n'a pas parlé. Je laisse répondre après sur la question des salaires. Régis, il est à distance, donc c'est plus compliqué d'intervenir. Régis. Alors, oui, je voudrais dire que Emmanuel Macron a parlé de l'Europe pendant sa campagne. Il a dit, faut pas l'oublier, il a dit le vote du 24 avril, c'est un référendum pour ou contre l'Europe. Je rappelle quand même qu'il a fait rentrer l'Europe dans la bataille. Je rappelle aussi que les institutions européennes, j'en dirai un mot quand même de Madame von der Leyen, de ce qui est en train de se produire depuis son arrivée à la tête de la Commission, les institutions européennes ont pris parti dans le débat français, ce que je trouve ahurissant, et on dit nous on veut Emmanuel Macron. J'ajoute aussi que l'intronisation de Macron, on a eu effectivement les deux consignes qui ont été données, l'une avec la référence à l'état de droit par Monsieur Fabius, et on sait ce que veut dire l'état de droit, c'est-à-dire la supériorité des normes européennes sur les normes nationales, et naturellement Madame Marisol Touraine qui est venue le féliciter. Tu as tous les pouvoirs, tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, à peu près. Bon, moyennant quoi, je comprends pas qu'on puisse être surpris que aujourd'hui Emmanuel Macron aille tranquillement avec Madame von der Leyen mettre sur la table la souveraineté européenne dont il nous rebat les oreilles depuis le début de son premier mandat. Je veux dire, ce risque-là, on le connaît, et Eric a tout à fait raison de dire que malheureusement c'est pas en débat chez nous. C'est pas en débat chez nous, c'est le sujet qu'on fait rentrer par la fenêtre. Bon, moi je suis pas très inquiet dans la mesure où pour réformer et renégocier les traités, il va falloir l'unanimité. Et je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes en Europe. On a des problèmes avec le comportement de Madame von der Leyen, et ça commence à poser de sérieux problèmes, qui passe son temps à s'attribuer, à s'arroger des compétences qui ne sont pas les siennes. Et deuxièmement, il y a les conséquences de la guerre en Ukraine, qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne va pas bien quand même. On a déjà de plus en plus de pays qui refusent l'embargo sur l'énergie. Il y a tout un tas de contradictions. Moi, je ne sais pas dans quel état
dans 2 ans sera cette Union européenne si la guerre en Ukraine se prolonge. Allez, on est obligé de marquer une pause et on continue nos débats dans un instant sur Sud Radio. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio, je vois cette information selon laquelle à Marseille, la cité, vous savez, cette cité calistée qui a été envahie par les squatteurs depuis un certain nombre de mois. Jean-Marc Morandini a annoncé qu'il irait vendredi et paf, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le préfet a envoyé les CRS. Squatteurs nigérians illégaux qui occupent des appartements. Les gens ont été obligés de quitter, qui se battent à coups de machette. Bref, c'est une situation qui durait déjà depuis un certain temps. Et bien ce matin, peu avant 8h, une vingtaine de fourgons de CRS sont arrivés. Une opération est en cours pour évacuer une quarantaine d'appartements squattés. C'est-à-dire qu'il faut que les médias s'en mêlent. C'est la même chose avec Hugo Clément, le journaliste militant, écologiste. Enfin, quand je dis militant, c'est-à-dire actif dans la défense de l'environnement, se mêle de l'histoire des arbres de Paris pour que la mairie de Paris recule. Alors où est la continuité de l'État? Où est la continuité de l'État? Gérald Darmanin, il est où là? D'habitude, dès qu'il y a une porte qui claque un peu trop fort et qu'il y a un joint entre les deux, il accourt avec un avion en disant je suis sur place. Mais là, il y a quand même un truc, à mon sens, ou alors j'ai mauvaise mémoire, mais qu'on n'avait jamais encore vu à ce point. Gérald Darmanin, je ne l'ai pas entendu, il n'est pas venu, il doit faire campagne pour être élu député, j'imagine, mais enfin, que se passe-t-il depuis des jours et des jours? On n'a plus de ministre de l'Intérieur? Et j'ajoute que au niveau... moi je voudrais... Alors attendez, Pascal avait commencé à parler, je vous donne la parole après. Allez-y. Au niveau local, il y a des affaires de squat quasi toutes les semaines, il suffit de lire la presse régionale. À Toulouse, par exemple, alors c'était un retraité de la Dépêche du Midi, donc il a eu plus facilement accès aux médias, mais il a fallu qu'il y ait des articles de presse, que les voisins se mobilisent pour évacuer des squatteurs qui étaient depuis 15 jours. Même exemple à Lyon, c'est quand il y a eu l'article dans Le Progrès et que France Bleu Lyon est allé sur place, que le préfet a dit bon, il faudrait peut-être virer ces squatteurs qui étaient pour le coup chez des gens. À Toulouse, c'était parce que ce pauvre monsieur, son épouse était hospitalisée à Albi et qu'il avait pris un petit appartement à Albi pour l'accompagner dans ses derniers jours. Et pendant qu'il était à Albi, les gens squattaient sa maison. À lui. À Lyon, c'est une maison qui était en vente, qui a été squattée, qu'on ne pouvait plus faire visiter. Bon, enfin, et là, tant qu'il n'y a pas une mobilisation, ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas normal. C'est-à-dire, il faut revoir la loi. D'ailleurs, je crois que c'est même un député écologiste. C'est pas tellement la revoir, c'est de la faire appliquer, tout simplement. Non, parce qu'il y a un problème de 48 heures. Oui, c'est vrai. Il y a un problème de 48 heures. Donc il faut peut-être étendre un peu le délai, parce que s'ils sont malins, ils arrivent. Donc, il faut revoir la loi et surtout l'appliquer immédiatement. Je redis ce que j'ai déjà dit quand on a parlé des squats. Quelqu'un d'ici, la maman est décédée, sa maison était vide en banlieue parisienne et on lui a conseillé de faire murer la maison pour que des squatteurs ne viennent pas s'y installer. Je veux dire, c'est quand même terrible d'en arriver à la... Pardon Régis, allez-y. Oui, non mais alors je dis un mot sur la question des squats. C'est le déficit de moyens de la justice et le fait que les magistrats, je veux dire, sont très souvent d'une grande complaisance. Moi, j'ai eu un certain nombre d'expériences. Mais ce que je voudrais dire concernant la pègre nigériane, enfin, écoutez, on va remonter un peu en amont. Là, on est sur les conséquences. Qui laisse rentrer ces gens-là? Comment se fait-il que aujourd'hui il y ait des réseaux de prostitution alimentés par une immigration absolument incontrôlée, aller faire en hiver des tours pour voir la misère de ces malheureuses au bois de Vincennes et au bois de... et moyennant quoi, ceux qui organisent ces arrivées, etc., monsieur Cédric Héroux, pour ne pas le nommer, lorsque on veut... Les législateurs français mettent en œuvre et mettent en place une législation pour sanctionner les passeurs. À ce moment-là, monsieur Fabius vient vous dire ah ben non parce que le terme fraternité a une valeur constitutionnelle et donc on n'a pas le droit. Moi, je suis tout à fait désolé. J'entends squatteur, nigérian, la pègre. Chacun le sait qu'il y a des réseaux mafieux qui ont d'ailleurs des accords avec les réseaux mafieux italiens, et on laisse se prospérer ce genre de choses. La question des squats et de ces cités abandonnées n'est que la conséquence d'un déficit, et Eric a raison, de l'État en amont. Oui, ça peut nous amener, on va en parler avec le premier sujet que je voulais évoquer, à savoir ce qui s'est passé avant-hier à Paris, hier soir,
avant-hier soir, oui c'est ça, Antoine Aleno, le fils du chef Yannick Aleno, qui a été tué dimanche soir après avoir été percuté dans le 7e arrondissement de Paris par un chauffard en fuite au véhicule d'un véhicule volé. Il a tenté de s'enfuir, il a été interpellé, mais c'est vrai cet homme était recherché pour une peine qu'il devait exécuter, qu'il n'a pas exécutée, et on rejoint un peu le même raisonnement de se dire il y a quand même un problème sur l'exécution des peines, sur la façon dont la justice est appliquée. Oui, vous avez entièrement raison. En fait, je vous l'avais rappelé en introduction de cette émission, il y a plus de 80 000 peines dans notre pays qui ne sont pas appliquées. Pour quelle raison? Parce que, ou bien, ne sont pas traitées suffisamment rapidement, parce qu'il manque des magistrats, parce qu'il manque des places de prison, évidemment, parce que le gouvernement se refuse toujours à mettre en œuvre ce qu'il faut pour faire plier les pays étrangers, pour qu'ils acceptent d'accueillir à nouveau leurs ressortissants qui sont condamnés dans notre pays et qui n'ont qu'une seule vocation, c'est à la fin de leur peine, être expulsés. Il y a des Français, bien entendu, mais si on prend la représentation, par exemple, des étrangers dans les prisons, c'est 15 000 places. Qui correspond d'ailleurs exactement aux chiffres que vous avez promis, les 15 000 nouvelles places de prison que nous avait promis Macron en 2017, et il en a construit à peine 500. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème, et ce sentiment est assez insupportable de se dire qu'on a un État qui laisse faire, qui laisse aller et qui n'agit pas. Vraiment de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a une certaine certitude, c'est que finalement, il ne sera pas poursuivi, que s'il est attrapé, de toute manière, il ne sera pas condamné, et que s'il est condamné, de toute manière, comme il n'y a pas de place, ce sera des remises de peine, ou des petits travaux d'intérêt généraux, ou des choses par-ci, par-là. Il y a un moment donné, il faut qu'on remette quand même les choses en ordre. Il faut qu'on se donne les moyens, en réarmant la justice, en recrutant des magistrats, en construisant des places de prison. Alors souvent, la majorité d'Emmanuel Macron, les candidats d'Emmanuel Macron et ses représentants nous expliquent: ah oui, mais tout ça, vous comprenez, ça va se solutionner, c'est-à-dire ce que vous proposez, ça permettra de régler les choses dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est pas parce que ça prend du temps qu'il ne faut pas commencer à le faire dès aujourd'hui. Si on attend, on va continuer à avoir un État qui se détricote comme ça, qui est incapable d'assurer la sécurité première des libertés de nos compatriotes à travers l'ensemble du territoire. Et c'est absolument pas possible qu'on soit obligé, je reviens sur ce que vous disiez sur Marseille, qu'on soit obligé d'attendre que une vedette de la télévision, Jean-Marc Morandini, avec tout le respect que j'ai pour lui, mette finalement la lumière sur cet événement pour que enfin les autorités, le ministre de l'Intérieur agissent. Ce n'est pas normal. À ce moment-là, il vaut mieux nommer Jean-Marc Morandini ministre de l'Intérieur. Au moins, il aura plus d'action, plus d'effet, on va dire, que Gérald Darmanin. Force est de constater. Ouais. Pascal Jalabert. Oui, alors sur le drame d'Antoine Aleno, alors c'est vrai qu'on en parle, c'est à Paris parce qu'il est connu. Oui, pour le coup, la médiatisation dans ce cas-là sert à il y a malheureusement chaque année quelques dizaines de personnes qui décèdent dans ces conditions. Moi, je suis désolé, mais celui qui aurait donc, qui est suspecté, puisqu'il faut dire comme ça, d'avoir commis ce crime, parce que pour moi, c'en est un. Il a volé une voiture. Donc ça, c'est volontaire. C'est quand même pas en état d'ébriété. Il est en état d'ébriété. Là aussi, quand on se met en état d'ébriété, c'est volontaire. Et il était récidiviste. Il le savait. Donc c'est encore du volontaire. Donc est-ce que les peines sur les délits routiers, sur la violence routière et les crimes routiers, parce que là, moi, je parle de crimes, je parle pas de délits, sont proportionnés? Sans doute pas. C'est de la violence. Ouais, quand vous roulez en deux roues, il y a une vidéo qui a été virale la dernière semaine où un chauffeur a fait exprès d'aller cartonner un cycliste. C'est quand même, il y a une intention. Là aussi, il faudrait peut-être changer la loi, parce qu'effectivement, il faudrait peut-être que la notion d'intention soit peut-être élargie. Alors certes, il n'a pas pris sa voiture en disant je vais tuer Antoine Aleno, mais malgré tout, il a volé une voiture, il s'est mis en état d'ébriété, il a recommencé ce qui lui était interdit. Donc c'est gravissime. On va marquer une pause. L'avocat qui est avec nous va nous dire effectivement quelle qualification peut être retenue. À tout de suite. Les débats avec vous, et nous parlons de ce drame, le fils du chef Yannick Aleno, tué par un chauffard récidiviste. Donc je voulais vous entendre, Régis de Castelnau. Juste une petite remarque sur la manière dont certains confrères ont titré ce qui s'est passé. Je vous lis nos confrères de France Info. Le fils du chef étoilé, victime d'un accident de la route. Non, il n'a pas été victime d'un accident de la route. Non, et il est repris par les commissaires, par le tweet du commissaire de la police nationale qui dit cela aurait dû être victime d'un délinquant récidiviste qui a pris la fuite après son crime. Régis. Alors, déjà, moi, il ne faut pas avoir de complexe concernant le fait de mettre cette affaire en avant, parce que effectivement, c'est affreux.
je veux dire 24 ans, bourré de talent probablement comme son père. Ces grands chefs sont des artistes. Et puis, si vous voulez, c'est un apprentissage long des très grands artistes. Hein, et de le voir faucher dans ces conditions, avec cette absurdité totale, c'est effectivement, je trouve ça normal qu'on en parle beaucoup. Concernant la dimension pénale, il y a une collection d'infractions. Il y a déjà le vol, il y a ensuite l'homicide involontaire, hein, parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer, il y a mise en danger délibérée d'autrui, il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour lui faire encourir une condamnation lourde. Hein, une condamnation lourde. Le problème qui se pose, c'est que effectivement, la délinquance routière est peu sanctionnée. Je parle de la délinquance qui porte atteinte aux personnes, parce que les procédures sont longues, hein, et ensuite toujours le déficit de moyens. Le déficit de moyens, donc effectivement, les magistrats hésitent à sanctionner trop fort, à prononcer des peines de prison. Donc même pour des petites infractions, parce que si vous voulez, par exemple, le vol de voiture en France, il est quasiment dépénalisé, il faut être sérieux. Le vol de 2 roues aussi. Hein. Tout à l'heure, on 80 000 peines qui ne sont pas appliquées. C'est presque 2 millions d'infractions avec auteur connu par an qui ne sont pas poursuivies. Hein. Donc, effectivement, classement sans suite, les parquets ne poursuivent pas parce qu'ils n'ont pas assez de temps. C'est ça, et puis qu'il y a une gradation dans ces 60 ou 70 000 peines, vous avez des malfaiteurs. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tragédie? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tragédie? Hein, c'est un vol de voiture. Il faudrait que les vols de voiture, les atteintes aux biens et aux personnes évidemment, mais aussi les atteintes aux biens, soient lourdement sanctionnées. Et là, de ce point de vue, vous avez, faute de moyens toujours, vous avez une forme de laxisme et une forme de dépénalisation. Donc, s'il y avait une répression forte, hein, si effectivement voler une voiture et partir comme ça présenter des risques, hein, d'incarcération pour des périodes assez longues, il y en aurait peut-être moins. Je ne sais pas, mais il y en aurait peut-être moins. Et je pense que ce qui a été à l'origine, c'est véritablement ce laxisme-là, qui ensuite permet de faire n'importe quoi. Le sentiment d'impunité dont on a aussi parlé ici, avec les délits de fuite qui sont de plus en plus nombreux, ou les refus d'obtempérer face à la justice, face aux policiers dans la rue. C'est une fois de plus, et on peut se rappeler de ce qui s'est passé au Pont-Neuf. Oui, exactement. C'est un peu le problème. C'est qu'en fait, quand vous avez un État qui ne joue plus son rôle, derrière, ça a des conséquences qui sont directes. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur du juge. C'est quasiment une routine. On peut leur manquer de respect, on peut les insulter, on peut les agresser, sans finalement craindre quoi que ce soit de la part de la loi et de l'État derrière. Il faut savoir que, évidemment, les premières victimes de tout cela, il y a évidemment nos forces de l'ordre, mais ce sont aussi les Français. Quand l'État ne joue pas son rôle, c'est les Français qui ensuite sont mis en danger, au péril de leur vie, et il y a un véritable problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment réarmer juridiquement l'État. Il faut faire en sorte, notamment ce que nous avions proposé pendant l'élection présidentielle, d'instaurer enfin la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, ce qui permettrait d'inverser justement un peu les tendances et de réinstaurer cette peur du gendarme, qui à partir du moment où vous voyez le gyro dans votre rétroviseur, à mon avis, oui, mais qu'est-ce qui fait que vous allez évitez de prendre la fuite. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir peur du gendarme? Justement, en faisant en sorte que lorsque vous en prenez à eux, lorsque vous commettez un délit ou un crime, eh bien, il y a une peine qui soit encourue et une peine suffisamment sévère. Le problème, c'est que c'est le laxisme de la justice qui fait que derrière, il y a des conséquences dans le quotidien des Français qui ne bougent pas. Mais il y a un moment donné, on peut pas continuer à se dire qu'il n'y a rien à faire, que finalement, on peut rien y faire, que c'est comme ça. Non, il y a des mesures qui sont à prendre de manière très urgente. Régis peut nous dire, est-ce qu'on peut accuser la justice de laxisme? J'ai souvent entendu des magistrats dire que des peines sévères sont prononcées. Est-ce que c'est pas plutôt l'exécution de ces peines? Bien sûr. C'est-à-dire que les deux, Valérie. Malheureusement, les deux. Il y a effectivement pour cette délinquance-là. Je parle bien, l'accident de voiture qui entraîne la mort, etc. Il y a, à mon avis, un déficit de répression, y compris de la part des magistrats. Mais c'est pas, on va pas les accuser d'être laxistes sur la délinquance routière, mais il y a parfois un manque de sévérité. Mais c'est ce qui est en amont.
C'est effectivement, il est normal de voler une voiture, il est normal d'aller faire des rodéos, il est normal de ne pas obtempérer. Ça devient quelque chose de praticable, si vous voulez. Il faudrait pas que ce soit praticable, et il faudrait que là, de ce point de vue, la répression soit beaucoup plus sévère. Si vous voulez, on vous annonce triomphalement, c'est bien pour le nouvel an, il y a eu que 1500 voitures brûlées, qui sont les voitures des à peine moins pauvres, de ceux qui font ça. Non, mais attendez, il y a un rapport à cette délinquance qui pourrit la vie des gens, qui est problématique. Il y a là, oui, je pense qu'il y a un déficit, il y a un laxisme qui existe. Rachida Dati, elle parle d'impunité, Éric Revel, c'est ça, Oui, moi je suis à la recherche de l'autorité désespérément, si vous voulez, c'est-à-dire autorité à l'école, autorité dans la rue. Alors ça fait peut-être un peu ringard. J'appartiens peut-être à cette France nostalgique, comme l'a dit Emmanuel Macron lors de son discours du 7 mai à l'Élysée, mais s'il n'y a pas de respect de l'autorité parentale, de l'éducation, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre dans la rue que finalement, grâce aux réseaux sociaux, on se valorise quand on vole une voiture, quand on agresse quelqu'un. Enfin, tout ça est du même tonneau. Alors, comment est-ce qu'on revient en arrière? Je n'en sais absolument rien. Non. Puis j'aimerais quand même, Valérie, si vous permettez, avoir un mot quand même, parce que tous ceux, et c'est mon cas, qui ont des enfants à peu près de cet âge-là, j'imagine si du jour au lendemain, on me disait, votre fils, votre fille vient de mourir, voilà, je pense à la famille, qu'il soit chef étoilé ou pas, mais vous imaginez le choc que ça représente. Comment peut-on continuer sa vie normalement après un tel drame, un tel désastre? Parce qu'on est, voilà, en fait, au travers d'un fait divers, d'un meurtre comme celui-ci, on peut parler de meurtre, on est touché dans sa chair quand même, parce qu'on se met indirectement à la place de ce père et de cette mère et de sa famille. Comment est-ce qu'on se reconstruit, une époque où beaucoup de gens parlent de déconstruire. Moi, c'est comment est-ce que vous reconstruisez après un drame pareil? Je sais même pas si c'est possible et entendable. Donc, il y a toute cette dimension là aussi humaine qu'on a du mal à aborder là, et moi je le dis voilà, d'autant plus tranquillement que je peux pas lancer de situation, j'espère que je le serai jamais, mais ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est ça quand même le drame. On va peut-être changer de sujet. Et combien il risque cet homme qui aujourd'hui est en garde à vue, s'il est jugé coupable? Ça va passer en correctionnel, ce sera pas homicide volontaire. Oui. Non, ça ne sera pas c'est justiciable de la cour d'assises. Il faut que ce soit des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est-à-dire l'homicide involontaire peut être passé aux assises, mais là, il s'agit d'homicide involontaire. Donc c'est correctionnel, mais par le jeu par le jeu des facteurs aggravants, etc. Je pense que effectivement, il risque des peines assez sévères, puisqu'il était alcoolique, puisqu'il y avait la question du vol, etc. C'est très difficile, c'est très difficile à dire, mais effectivement. Je pense que le fait que c'était médiatisé risque de lui coûter très cher. Parce que vous avez raison. Des affaires de oui, mais enfin que la loi ne prévoit pas des peines aussi sévères qu'en cas d'homicide volontaire. Ah non. Mais si vous voulez, bon. L'un dans l'autre, on y arrive. Juste, une auditrice m'envoie techniquement, on peut y arriver. Cette information, le 7 mai, donc la veille du jour du drame qui a coûté la vie au fils de Yannick Caleno, le chef étoilé italien Simone Zanoni et sa femme se sont fait braquer à leur domicile par 4 hommes au Chesnay, donc c'est à côté de Versailles. 4 hommes encagoulés qui les ont ligotés et frappés. Les 4 malfaiteurs les ont interrogés sur l'existence d'un coffre-fort avant de dérober plusieurs montres, ainsi que le Porsche Cayenne, la voiture du couple. On rappelle qu'il est ambassadeur de Porsche. La police est parvenue à les interpeller porte d'Auteuil. Ils ont interpellé un occupant âgé de 17 ans, défavorablement connu des services de police, ainsi que tout le butin des voleurs, une arme de poing, etc., etc. Il a été placé en garde à vue, 17 ans. Il risque quoi? Pas grand-chose non plus.
Si, là, il y a là, c'est les assises, hein, parce que il y a violation de domicile, etc. J'espère, en tout cas, que ce sera les assises, ce sera pas correctionnalisé. Non, mais c'est cette violence. Valérie, vous vous rappelez du film, de la petite vidéo du braquage chez Chanel? Oui. Vous avez sur un scooter, en ville, à Paris, vous avez un gars qui a sa Kalachnikov en bandoulière et qui se promène comme ça. Mais c'est hallucinant. Je veux dire, personne pour s'en inquiéter, hein, ou, enfin, je veux dire, un policier ou des caméras qui voient un gars se promener avec un fusil d'assaut. Ouais. Hein, oui, j'ai un vous avez vu collègue Ouais. qui s'appelle Jean-Didier Derry, que je salue. Pascal Jalabert. Oui, il s'appelle Jean-Didier Derry, il est au Progrès, je le salue. Il avait, à Bourg-en-Bresse, hein, donc voilà, que fait préfecture de province, pour un reportage, il avait acheté une Kalachnikov 1400 € dans un quartier. Donc bon, voilà, je crois qu'il y a un travail en amont à faire, un travail de prévention et de présence et de renseignement. Voilà, ces personnes sont connues, il n'y a aucun suivi. Bref, on en revient à la question des moyens qui est également posée. Autre exemple que j'ai lu dans un quotidien, c'est une petite commune qui est devenue un grand centre de deal. Ça se passe en Aquitaine. Pourquoi ? Parce que la communauté, alors on appelle ça des communautés de brigades de gendarmerie, intervient sur une zone qui s'étend de 58 km. Ouais. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, les trafiquants font une tentative de cambriolage à l'extrême point de la zone, et pendant ce temps, il dit à 58 km de là, même si quelqu'un les voit, appelle les gendarmes, 58 km, le temps qu'ils arrivent, les affaires sont bouclées. Donc il y a un manque de moyens de terrain flagrant, que ce soit en amont, sur renseignement, qu'en intervention. Et en intervention. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. Il y a un refus. On connaît... Alors attendez, Gaëtan voulait répondre. Gaëtan pardon. C'est vrai qu'on parle très souvent en matière d'implantation du service public et d'accès aux services publics sur l'ensemble du territoire. On parle très souvent des déserts médicaux, mais il existe aussi des déserts vis-à-vis de tout ce qui est en lien avec la sécurité, et où on a des endroits où, lorsque vous appelez les gendarmes, il leur faut 1 heure pour venir, 1 heure pour avoir les effectifs suffisants qui, en fonction de la raison pour laquelle vous les appelez, eh bien ils ne peuvent pas y aller qu'à 2, ils sont obligés de venir à 3 ou 4 ou avec d'autres renforts. Et dans ces circonstances, dans un grand nombre de nos territoires ruraux, c'est parfois 1 heure à 1 heure et demie avant d'intervenir. Donc évidemment, les faits ont déjà eu lieu, les crimes ont déjà eu lieu, et la réponse n'est pas assez immédiate. C'est vrai qu'il y a un grand sujet d'ailleurs qu'on aborde malheureusement pas assez, c'est la question de la récidive. Très souvent, on sait que la plupart des personnes, des auteurs de crimes et de délits, en général, ne sont pas leur premier coup, et sont des personnes qui sont des multirécidivistes. Et c'est vrai que là-dessus, nous avons porté pendant longtemps l'ambition d'une réforme du sursis pour faire en sorte que lorsque vous avez une première condamnation avec du sursis, ce sursis se transforme automatiquement en prison ferme à partir du moment où il y a un acte de récidive, même si l'acte n'est pas forcément similaire ou qu'il s'agit d'un autre délit ou d'un autre crime que le premier qui a été commis. Ouais. Allez, petite pause pub et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Les débats avec vous jusqu'à midi. L'actualité, c'est également le retrait de Taha Bouaf qui avait été investi par la France Insoumise, enfin par NUP. Comme on dit, NUPES, par NUPS, et qui a donc décidé... Il n'y a pas de noisettes, il n'y a pas de chocolat. Ça fait un peu nom de chocolat, effectivement. Qui a donc décidé de se retirer, et Jean-Luc Mélenchon a tweeté: Taha Bouaf retire sa candidature aux législatives, une meute s'est acharnée contre lui à 25 ans. C'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. Taha Bouaf qui se plaint de ne pas avoir eu la parole pour se défendre. Notre consoeur Sonia Mabrouk a publié sur Twitter le tweet d'invitation qu'elle lui avait fait. Sud Radio l'avait également invité. Donc la victimisation est en marche également du côté de Taha Bouaf, qui, je rappelle, a été condamné. Il a fait appel, mais il a été condamné pour injure envers une policière, Linda Kebab, pour l'avoir traité d'arabe de service. On rappelle qu'il avait traité les journalistes de Charlie Hebdo de pouilleux, entre autres. Mila également avait eu droit à son petit compliment. Donc
La vraie question, c'est pourquoi l'avoir investi. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que plus que finalement de savoir s'il est responsable ou pas, si c'est des erreurs de jeunesse et compagnie, ce qui n'est absolument pas la question, parce que je pense que 99,9% des Français ne se comportaient pas comme Taha Bouaf l'a fait lorsqu'ils avaient son âge. Et il en reste pas moins que la vraie question, c'est pourquoi il a été investi par la NUPES, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, l'alliance de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, moi, ce qui m'indigne profondément là-dedans, au-delà de l'investiture, c'est aussi finalement de voir Jean-Luc Mélenchon faire ce tweet que vous avez lu, exprimer autant de regrets, une compassion qu'on n'a jamais vue à l'œuvre de la part du candidat Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il s'agissait de Mila et qu'elle était menacée de mort, qu'elle recevait des centaines, des milliers de menaces de mort parce qu'elle avait osé critiquer une religion, critiquer l'islam, osé blasphémer, ce qui reste encore un droit, fort heureusement, en France et en République française. Donc c'est vrai que cette espèce de complaisance, cette espèce de main dans la main de l'extrême gauche avec le communautarisme parfois le plus radical, et y compris les communautaristes islamistes, est assez inquiétant. Et j'ose espérer qu'on mettra face à eux un bloc national pour éviter qu'ils ne deviennent finalement la première représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale face à Emmanuel Macron. Parce que faire rentrer ce genre d'énergumène ou des personnes qui auraient accepté de siéger avec ce genre d'énergumène pose énormément de questions sur ce que sont véritablement l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon avait dit la critique des religions doit rester libre, c'est ce qu'il avait dit. Et ce matin, Adrien Quatennens, qui était invité de Sud Radio, disait bien sûr la parole et le profil d'un Taha Bouaf ne correspondent pas au calibre attendu par les belles personnes en politique. Par le passé, il a pu commettre des erreurs dans ses expressions. Tout cela ne justifie pas l'acharnement qu'il suffit. Qui est juste le deuxième extrait. Je prends acte, je m'inquiète des campagnes que subissent les militants des cités populaires qui décident de s'engager en politique. C'est qu'ils valident en plus le discours de Non, mais là, je pense que, pardon, mais c'est de la stratégie politique. Alors, il y a le cas de ce monsieur qui est indéfendable et que je ne défendrai évidemment pas, mais c'est de la stratégie politique. Pourquoi ? Parce que on sait très bien que la France insoumise recherche un électorat de quartier et de cité. Donc là, en fait, vous avez tous les avantages sans avoir aucun inconvénient. C'est-à-dire que vous l'avez présenté avec tout ce que cette candidature risquait de provoquer comme polémique, et ça a été le cas. Donc vous le débranchez, mais vous conservez quand même, grâce à ces tweets et grâce à ces positions, le vote des quartiers que vous ciblez justement. Donc en le mettant en position d'être élu quelques jours, vous attirez cette clientèle-là, et en disant finalement c'est regrettable, les quartiers n'ont pas la parole, en fait vous le débranchez sans vous débrancher de ce type de vote. C'est de la stratégie bassement politicienne et politique. Malheureusement, on joue avec la France. Et j'ajoute que vous gardez la circonscription parce que le Parti communiste, et c'est pour ça d'ailleurs que Fabien Roussel est monté au créneau, a une excellente candidate qui est Michèle Péter, maire de Vénissieux. Donc oui, en effet, ça sent quand même un peu l'opération. Voilà, on a investi tout en sachant qu'il n'irait pas au bout. Régis, alors la France Insoumise tweet en ce moment en disant qu'ils ont soutenu Mila. Effectivement, il y a un certain nombre de tweets. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que moi je connais bien Vénissieux, j'ai bien connu André Gérin, mon camarade André Gérin, qui était le maire précédent, député-maire précédent, à l'époque on pouvait être député-maire. Et donc il a son successeur, sa successeuse, je sais pas comment on dit, qui est une excellente candidate et qui va être élue, je pense. Donc je pense que ce retrait, enfin je suppose que ce retrait, parce que Taha Bouaf, il a eu déjà des bagarres et des choses comme ça et tout d'un coup, pauvre chéri, il trouve que c'est trop dur et il se retire. Non, je pense qu'il se retire parce qu'il allait être battu. Et que effectivement, on met en scène ce retrait. Non, mais je pense que l'analyse de Gaëtan Dussocet est assez juste, c'est-à-dire que en sachant qu'il irait peut-être pas jusqu'au bout, on attire là. Il y a qu'à voir le bruit médiatique que fait la France insoumise sur ce jeune de banlieue, etc., des quartiers qui n'auraient pas le droit de se présenter. C'est exactement. Et c'est dangereux, ça nourrit le ressentiment.
alors que c'est probablement une imposture, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vouloir s'adresser aux habitants de banlieue, aux habitants populaires et aussi d'origine immigrée, il faut le dire, ils sont évidemment surreprésentés. Manuel Valls parlait de ghetto, d'autres ont repris ce genre de formulation. C'est pas une tare en soi, et d'ailleurs c'est même de la responsabilité de tous les politiques de s'adresser à tous les Français, donc y compris ceux de ce genre de territoire. Mais il faut le faire avec intelligence pour essayer d'en tirer quelque chose, de bénéfique pour la collectivité, parce que le problème c'est que eux ils jouent finalement sur la sécession. Ils jouent sur la division. Ils parlent à eux, non pas en leur parlant comme des Français, mais en revenant sur des spécificités tantôt ethniques, tantôt raciales, tantôt religieuses, tantôt communautaires, etc. Et ils soufflent sur des braises qui sont terriblement dangereuses, parce que c'est évidemment l'avenir de la société, de l'unité et de la France qui se joue dans ce genre de territoire. Donc avoir ce comportement tout simplement à des fins clientélistes pour pouvoir faire élire plus de députés, obtenir plus de voix, sans se rendre compte de tout ce que ça entraîne comme enjeu derrière, est terriblement dangereux. Oui. Alors après, oui, si on regarde les investitures globalement, il y a quand même dans tous les partis, le Rassemblement national a eu investi des candidats qui avaient quand même... Oui, qui parfois connaissent même pas le sens du service public. Qui ne connaissent pas le service public. On a tous droit à ces erreurs. On a quand même eu droit à quelques... Je pourrais vous citer un paquet de députés de la République En Marche qui ont fait... Elle était inconnue, ça lui permet de devenir célèbre. Voilà. La République En Marche, on va pas rappeler, mais le nom Messon Forger, je crois que c'est Joachim Forger, Martine Vonner, ils sont quand même distingués. On peut pas dire que le casting était réussi. Là, je crois qu'ils ont investi quand même un condamné pour violence conjugale. Voilà, je crois que c'est quand même la responsabilité des partis de regarder qui on investit. Il y a une différence entre avoir un mot politique malheureux et puis avoir un passé judiciaire ou des déclarations choquantes du point de vue républicain. Voilà, c'est le débat. Ce sont les électeurs qui trancheront. Oui, bien entendu. Mais c'est vrai que Jérôme Perra, lui, il a été reconduit candidat dans la 4e circonscription de Dordogne, LREM. Il avait été condamné en 2020 à 3 000 € d'amende avec sursis pour violence envers son ex-compagne. Et là, quand on parle d'impunité ou d'exemplarité, on se demande un petit peu... on peut se poser la question. C'est assez étonnant, d'autant plus quand on sait qu'Emmanuel Macron, et notamment par le biais de Marlène Schiappa, avait pendant longtemps mis la question des femmes ou des violences conjugales en disant ce sera la cause de mon mandat. Avoir ce genre de comportement ensuite derrière et d'investiture de la part du parti de la majorité présidentielle, évidemment peut assez étonner pour le coup. Oui, et on a Laetitia Avia également qui a été réinvestie à Paris, qui est visée depuis 2020 par une plainte pour harcèlement moral, et puis Anne-France Brunet visée par une plainte pour violence et harcèlement à l'encontre de cet élu de Loire-Atlantique par une ex-assistante parlementaire. Valérie, et Casque d'Or. Qui est Casque d'Or? Le député Elguerach, qui a assommé absolument. Très grièvement un socialiste. Alors lui, il n'est toujours pas jugé. Ça fait 5 ans que ça dure. Oui, ça aussi, il y a quand même... Il vaut mieux s'acheter des costumes ou se les faire offrir. Ça va plus vite, le jugement. Ouais. Il vaut mieux. Ça a été. On n'a pas parlé de l'affaire Fillon. On n'a pas parlé de l'affaire Fillon. Oui, c'est quand même un délit, quoi. Voilà. Il n'a pas été condamné pour les costumes. Pour les costumes. L'emploi de sa femme. L'emploi de sa femme, mais les costumes ont peut-être davantage marqué l'opinion, paradoxalement. La preuve. Absolument. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.